Bonjour chers amis, c'est votre serviteur Clyde Salomon Charadi pour cette nouvelle édition de cette chronique sur ce que j'appelle les interrogations africaines. C'est une série de questionnements sur les défis qui sont les nôtres, nous Africains, aussi bien sur le continent que dans la diaspora. Aujourd'hui, je vais parler de la médiocrité. Je vais vous expliquer pourquoi juste après le générique. Bon, merci. La médiocrité. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? En ce qui me concerne, je pense que la médiocrité est liée au sous-développement. Ils sont liés dans une sorte de ce qu'on appelle en anglais feedback loop, une sorte de boucle d'interaction où l'un affecte l'autre. La médiocrité crée le sous-développement et le sous-développement encourage la médiocrité. Il est important de parler de la médiocrité, c'est parce que c'est à cause de la médiocrité que nous, Africains, avons beaucoup de difficultés à créer des entreprises pour nous aider à créer de la richesse pour nos populations. C'est à cause de la médiocrité que nous avons des difficultés à créer une stabilité politique permanente qui est nécessaire au développement. C'est aussi à cause de la médiocrité que nous avons des difficultés, en tout cas, de former des hommes qui sont à la fois d'une haute facture intellectuelle et morale. Ça veut dire des hommes qui sont à la fois très intelligents et très intègres. Des hommes et des femmes, bien sûr, on n'en a pas beaucoup. C'est aussi à cause de la médiocrité que la plupart des Africains sur Terre, en ce moment, vivent 30, 40 ans de moins que les Européens, les Japonais, les Américains. C'est aussi à cause de la médiocrité que beaucoup d'Africains continuent à mourir de maladies qui ont longtemps disparu sous d'autres cieux. Et c'est toujours à cause de cette même médiocrité que nous, Africains, nous n'avons pas beaucoup de valeur sur le plan international. Alors, avant d'aller plus loin, je vais parler, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé de la culture et je vais toucher un petit peu avant d'évoluer, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, lorsque j'ai parlé de la culture, j'ai dit que nous, chez nous, en Afrique surtout, nous parlons de la culture comme si c'est quelque chose de sacré, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas questionner, parce qu'il y va de nos valeurs, il y va de nos identités. C'est vrai que la culture est très importante, mais il y a un côté de la culture qu'on doit questionner. Pourquoi? Parce que le côté philosophique de la culture, c'est ça qui détermine la manière dont nous voyons les choses et la manière que nous nous comportons et nous interagissons. Et ça, c'est important pour le développement. Donc, avant de s'exprimer au niveau extérieur comme les coutumes, les rites ou les croyances, la culture est d'abord avant tout un logiciel philosophique. La culture est d'abord philosophique avant d'être autre chose. Et c'est dans la philosophie, c'est-à-dire la pensée, où se trouve la clé du développement. La pensée affecte les comportements, affecte les agissements et actions diverses. La pensée affecte le travail, affecte tout. Et la culture est comme une sorte de fondation qui détermine les contours de la pensée. On y reviendra. Alors, j'ai lu quelque part que si vous voulez questionner quelque chose de manière profonde, vous voulez trouver les causes fondamentales, profondes d'un phénomène, il faut se poser la question pourquoi 5 fois. Alors, je vais tenter de faire ça dans cet exercice. Nous nous interrogeons sur les causes profondes de la médiocrité ou du sous-développement. Pour moi, c'est la même chose, comme j'ai dit avant. Et on va donc se demander pourquoi. Le premier pourquoi, c'est pourquoi est-ce que nous, Africains, nous sommes dans la médiocrité qui nous crée le sous-développement.
après 60 ans d'indépendance, nous n'avons pas beaucoup évolué. Nous devons nous dire la vérité. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi? Alors, le premier pourquoi, la réponse que je propose, je dis d'abord, avant d'évoluer, que je ne dis pas nécessairement que mes réponses à moi sont les meilleures, ni même correctes. Cependant, je vous demande de me donner quelques minutes, suspendez un peu votre logiciel philosophique et écoutez-moi pour voir si ça peut ajouter quelque chose dans votre manière de penser. Donc, je peux ne pas être... je ne prétends pas avoir toutes les réponses pour le Congo, encore moins pour l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de complexité autour de cette question. Néanmoins, le travail des intellectuels, en tout cas, le devoir, c'est de cartographier la complexité d'un phénomène et à la fin articuler ça en résumant avec des termes simples pour qu'à la fin, même un enfant puisse comprendre. Et d'ailleurs, la raison qui m'a poussé à faire cet exercice, c'est qu'à un certain moment, il m'est rentré dans la tête que si un enfant de 10 ans me demandait d'expliquer pourquoi l'Afrique, lorsqu'on la regarde de l'extérieur, reste si pauvre, si, en tout cas, en retard en termes de développement socio-économique, pourquoi l'Afrique a toujours beaucoup de problèmes, comment est-ce que moi je peux expliquer ça en des termes simples? Et donc je crois que c'est important parce que nous avons une dette envers nos générations futures d'essayer de simplifier nos complexités pour leur permettre de trouver des réponses qui puissent les aider à évoluer, même si peut-être nous ne verrons pas l'apogée de la civilisation africaine. Nous sommes encore très en retard par rapport aux autres et nous avons beaucoup de problèmes. Alors donc, je vais tenter de simplifier ce qui est complexe. Pourquoi cette médiocrité? Pourquoi le sous-développement? La première réponse pour moi, c'est parce que nous n'avons pas la culture de l'excellence. Ouais, nous n'avons pas la culture de l'excellence. C'est la culture de l'excellence qui crée les conditions pour le développement socio-économique. C'est quoi la culture de l'excellence? C'est une manière de voir les choses, c'est une manière de faire les choses, c'est une manière de travailler, c'est une manière d'interagir avec les autres, de collaborer et de contribuer au bien, enfin, en tout cas au bien commun, j'allais dire, mais à un but, à une destination commune. C'est ça la culture de l'excellence. Vous avez une vision de là où vous voulez aller, vous avez un plan, une stratégie, vous avez des objectifs que vous fixez. Vous fixez aussi un standard de travail, une certaine, l'éthique autour de tout ça, tous ces éléments-là qui permettent que vous puissiez travailler et être à mesure de produire les résultats les meilleurs possibles. Et c'est la combinaison de tous ces résultats qui va évidemment constituer ce que nous appelons le développement socio-économique. Je sais qu'il y a plusieurs aspects lorsqu'on parle du développement, mais là je parle spécifiquement du développement socio-économique, c'est-à-dire une condition où on trouve que les gens ont assez de moyens économiques pour vivre dans une certaine aisance ou simplement vivre dans la dignité humaine et être à mesure d'être un petit peu heureux. C'est vrai que le bonheur, c'est autre chose. Hein? On en parlera peut-être à une autre occasion. Mais je voulais juste clarifier les contours de ce que j'appelle le développement socio-économique pour être plus précis. Et donc, cette culture de l'excellence, nous n'en avons pas et nous devons faire pour que nous puissions en avoir si nous voulons nous développer. Alors, ça, c'était le premier pourquoi. Le deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que nous manquons cette culture de l'excellence? Ma réponse à moi, c'est un problème du leadership. Il y a une défaillance de leadership qui fait que nos leaders ne sont pas à mesure de nous guider comme masse, comme population, afin de pouvoir tous travailler dans un climat où la plupart des individus sont motivés de toujours travailler dans l'excellence, de toujours faire mieux
pour arriver à créer des conditions qui permettent que l'ensemble vive mieux et que l'ensemble puisse trouver des solutions sur les problèmes qui sont les leurs. Alors, comme je disais, il faut toujours aller plus profondément. Si on se pose la troisième question, pourquoi nous avons un leadership défaillant? Parce qu'on a dit pourquoi cette médiocrité, pourquoi le sous-développement, c'est le manque de la culture de l'excellence. Pourquoi est-ce qu'on manque cette culture de l'excellence? C'est parce qu'on a un leadership défaillant. Pourquoi est-ce qu'on a ce leadership défaillant? Et là, il y a pour moi deux choses à faire remarquer. Il y a des causes exogènes et des causes homogènes. C'est-à-dire, il y a des éléments qui expliquent cette situation qui viennent de l'extérieur, il y a des éléments qui viennent de l'intérieur. Les causes exogènes, je vais parler du traumatisme du colonialisme, je vais parler des séquelles du colonialisme, je vais parler des ravages de l'impérialisme. Colonialisme, impérialisme, ce sont des facteurs qui ont en tout cas perturbé plusieurs choses dans nos sociétés et qui continuent d'avoir beaucoup d'effets. Les Blancs, les Occidentaux, les grandes puissances continuent d'affecter de manière négative les cours normaux des choses dans nos sociétés. Et ça, c'est tout à fait une réalité. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, pour expliquer ce leadership défaillant, c'est ce que j'appelle l'inertie civique. C'est quoi l'inertie civique? C'est un ensemble de choses qui fait que la population n'arrive pas à jouer son rôle dans l'équation du leadership. Parce que le leadership, ce n'est pas simplement un problème des leaders. C'est une interaction entre les leaders et la population. Les deux parties doivent jouer leur rôle pour que le leadership puisse avoir les résultats les meilleurs. Si on peut avoir des bons leaders, mais si on a une population qui est passive, qui a un seuil de tolérance de médiocrité très élevé, qui ne participe pas aux interactions du leadership, même ceux leaders-là qui sont meilleurs risquent de devenir de mauvais leaders. Moi, je suis sûr que si vous prenez quelqu'un comme Obama, vous l'amenez au Congo, revenez 1 ou 2 années après, il sera mon président Obama. Il va oublier tout ce qu'il y a comme valeur au niveau des États-Unis parce que, évidemment, l'environnement politico-social et culturel va faire que, bon, voilà, il y a des éléments qui vont jouer pour les faire oublier les principes de l'excellence. C'est bien possible. Voilà, donc il y a ces deux choses, ces deux piliers, les causes exogènes et homogènes. Mais pour les besoins de cet exercice, de cet exposé, je vais mettre les causes exogènes à côté. Parce que là, ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur. Je ne dis pas que ce n'est pas très important, mais je voudrais que nous puissions nous réfléchir nous-mêmes pour voir ce qui est dans les cercles de notre influence, ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour arriver à changer les choses. Et donc, je prends l'inertie civique comme la cause principale qui explique la défaillance au niveau du leadership. L'une des causes. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup. On pourra un autre jour revenir sur les causes exogènes de cette défaillance dans notre leadership politique. Et il faut dire que la défaillance de leadership dans notre société n'est pas simplement au niveau politique. Ça commence au niveau de la famille, au niveau des écoles, de la communauté, des entités diverses comme les églises ou des organisations qui réunissent des masses. À tous les niveaux, il y a une défaillance de leadership. On aura peut-être une autre occasion d'aller un peu plus dans ces détails-là un autre jour. Et donc, c'est ça le troisième pourquoi. Nous sommes arrivés au point où on s'est dit, voilà, il y a cette défaillance au niveau du leadership qui est causée, entre autres, parce que nous avons une population qui est ignorante, qui a moins d'éducation,
qui est relativement passive, qui a peur de questionner la médiocrité au niveau du leadership politique à cause de plusieurs raisons, parce qu'il y a aussi la répression, on tue les gens lorsqu'ils questionnent ce que les leaders font, et voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais on va continuer d'aller dans la profondeur. Si on va poser la quatrième question, le quatrième pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette inertie civique dans la population? Moi, je pense que cela est expliqué, entre autres, ou principalement, par ce que j'appelle la culture du pouvoir. La culture du pouvoir, c'est tout cet ensemble de choses qui rentrent dans comment est-ce qu'on acquiert le pouvoir, comment est-ce qu'on l'exerce, comment est-ce que l'environnement socio-culturel, économique intervient dans l'exercice du pouvoir. Et là, c'est pour moi un problème sérieux, parce que lorsque vous regardez la manière dans laquelle, la manière dont nous, Africains, interagissons face aux autorités, face aux chefs, face à nos aînés, il y a comme une sorte, et ça vient de notre culture, où on a du mal à questionner ce que font nos supérieurs, nos dirigeants, excusez-moi, parce que, bon, voilà, dans la tradition africaine, les chefs coutumiers, c'était presque des demi-dieux. On ne pouvait pas s'opposer à eux. Les coutumes, c'était des choses sacro-saintes. On ne pouvait pas questionner. Et donc, dans le subconscient africain, l'exercice du pouvoir s'est fait de telle manière qu'on ne questionne pas. Ou en tout cas, quand on le fait, on ne le fait pas de manière non conflictuelle. Lorsqu'on n'est plus d'accord, eh bien voilà, c'est l'opposition agressive qui crée la guerre et des conflits qui finissent par affecter la performance du leadership, parce que aussi bien les leaders, aussi bien les dirigeants que les dirigés ne se focalisent plus sur leur rôle dans la production de l'excellence au niveau du leadership. Et donc nous ne savons pas nous opposer. C'est pourquoi en Afrique, l'opposition politique pose problème. Lorsqu'on regarde dans beaucoup de pays, en parlant du Congo par exemple, aussi bien le pouvoir actuel en place que l'opposition, ils sont tous dans la médiocrité. Parce que il faut dire aussi que le système politique dans lequel nous évoluons, ça c'est aussi une autre cause qui vient notamment des causes exogènes, c'est-à-dire l'influence des colons et des impérialistes. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne sait même pas revoir en profondeur le système éducatif. On continue à enseigner à nos enfants, à nos jeunes, des choses qui ne sont pas, en tout cas, appropriées, adaptées à nos défis dans le monde actuel. Et on fait gober à nos enfants des théories diverses qui ne nous avancent pas. Et tout cela, c'est parce que nous ne sommes pas à mesure encore de pouvoir remettre en question certaines choses, parce que l'influence occidentale, l'influence extérieure reste toujours. Et ça, c'est très, très important à comprendre, je vais dire. Et donc, en revenant sur cette culture du pouvoir que nous devons revoir, le dernier pourquoi, c'est pour se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette culture du pouvoir qui n'est pas adaptée. Parce que c'est ça le problème. La culture du pouvoir chez nous n'est pas adaptée aux réalités qui sont les nôtres dans le monde dans lequel nous vivons, avec les réalités actuelles. Il y a une sorte de déphasage, il y a un ensemble de choses qui, en tout cas, restent d'une autre ère, d'un autre temps. Il y a encore beaucoup de séquelles de réflexions traditionnelles du Moyen-Âge qui continuent à affecter
la pensée de l'homme africain. Et ça, c'est ma thèse. Et bien voilà, donc la dernière question, pourquoi c'est là? Et là, je reviens alors à ce que moi j'appelle la rigidité de la culture africaine. Il y a une certaine rigidité dans notre culture. Vous savez, pendant des centaines et des centaines d'années, des millénaires si vous voulez, nous, Africains, avons évolué dans des villages où tout était homogène, où l'économie était celle de substance, tout le monde mangeait à sa faim à travers la nature, où on ne questionnait pas l'autorité, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de démocratie en soi. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien organisé, mais ce n'était pas parce que la démocratie n'est pas nécessairement le meilleur système. Un jour, on en parlera. Pour nous, Africains, la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Occident n'est pas connectée à nos réalités et à nos croyances, à nos valeurs. Nous pouvons trouver autre chose. La dictature non plus. Donc, c'est question de voir quel système nous convient plus. Moi, je parle souvent de ce que j'appelle la dictacratie. On en reviendra un autre jour. Mais je reviens sur cette rigidité au niveau de notre culture qui fait que nous n'avions pas, pendant des centaines et des centaines d'années, des millénaires, on n'avait pas besoin de changer. Et tout d'un coup, le monde est devenu un village. Nous avons rencontré d'autres civilisations. Nous vivons dans des milieux urbains ou semi-urbains. L'économie n'est plus de substance, mais l'économie du marché. Et donc, vous avez tout un tas de défis qui font que les systèmes de croyances que nous avions développés pendant des centaines et des centaines, si pas des milliers d'années, ne convient plus à notre société, mais nous n'avons pas su nous adapter à temps parce qu'en nous, il n'y a pas ce fondement, cette culture d'adaptation. On n'en a pas eu, on n'en a pas eu besoin pendant très longtemps et donc ce n'est pas facile. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez encore les séquelles de ces systèmes de pensée, de ces logiciels du Moyen-Âge qui ne conviennent plus à la société actuelle. Et du coup, nous avons beaucoup de confusion dans nos têtes qui se manifestent à travers nos dirigeants, qui se manifestent à travers nos manières de nous comporter vis-à-vis de nos dirigeants. Et les dirigeants ne sont pas nécessairement aussi équipés pour gérer des vastes masses de la population, parce qu'en Afrique traditionnelle, c'était quand même limité et que des tribus avaient leur... Même si on vivait dans des empires qui étaient suffisamment développés, mais quand même, c'était géré avec un système de décentralisation qui était basé sur les coutumes, sur les tribus, sur les ethnies, et ce n'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, prenez un pays comme le Congo, c'est tout un continent, et vous avez des défis énormes à gérer la masse de la population dans ces grands pays où vous avez plus de 400 tribus, plusieurs langues, plusieurs manières de penser, et donc c'est compliqué. Alors cette rigidité au niveau de notre culture explique, entre autres, pourquoi nous avons une culture de pouvoir qui n'est pas adaptée. Ce qui explique pourquoi nous avons cette sorte d'inertie civique, ce qui explique pourquoi nous avons une défaillance au niveau du leadership, ce qui explique pourquoi nous avons trop de médiocrité et de sous-développement. Et bien voilà les 5 niveaux de questionnement sur la question de la médiocrité et du sous-développement en Afrique. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'espère que vous avez quand même pris quelque chose dans tout ça. Je voudrais bien vous entendre si vous avez des réactions par rapport à ce que je viens d'exposer. Je serais très content de vous lire en commentaire. Je suis d'ailleurs en train de préparer un livre sur cette question parce que je pense que nous devons simplifier nos complexités pour permettre à ce que les générations futures aient un peu plus de compréhension sur les défis qui sont les nôtres et qu'ils puissent trouver des solutions appropriées afin que l'Afrique puisse évoluer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment.
Merci pour ces minutes que vous avez investies pour regarder cette vidéo. Et je vous retrouve à la prochaine. Merci.